Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. L'année 2022 se termine et le moins qu'on puisse dire, on vient d'entendre Rémi André, et que la météo n'est pas au beau fixe pour la France en Afrique. Il y a 4 mois, à la mi-août, le dernier soldat français de la force Barkhane quittait le Mali. Il y a pile une semaine, le dernier soldat français quittait la Centrafrique, un pays en proie à une guerre civile où la force Sangaris avait été déployée de 2013 à 2016. Un retrait dans un silence médiatique quasi total. Dans les deux cas, ce sont les hommes de la milice paramilitaire russe Wagner qui ont pris la place dans le pays. On a souvent parlé de la France-Afrique, mais fait-elle désormais partie d'un passé définitivement révolu? Quelles sont les ambitions russes en Afrique? On parle aussi de Chine-Afrique. Comment en est-on arrivé là? La France a-t-elle encore des ambitions dans cette région? Est-elle trop seule? Quelle est l'attitude de nos alliés, qu'ils soient européens ou américains? C'est le débat du face-à-face de Berkov dans tous ses états aujourd'hui. Avec nous, Laurent Bigot, ancien diplomate au Quai d'Orsay. Bonjour. Bonjour. Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur de Un intermède centrafricain, la France en Centrafrique 2013-2016, publié chez l'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, au Pôle Afrique. Bonjour. Bonjour. Laurent Bigot, est-ce que cette année pour la France a été l'annus horribilis en Afrique, comme avait dit la reine d'Angleterre pour d'autres circonstances il y a quelques années? Probablement, mais je pense qu'il faut se remettre dans des perspectives plus longues, parce que c'est le résultat d'un processus qui est enclenché depuis longtemps. Et je pense que ce qui pose la difficulté dans la relation entre la France et les pays africains, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des opinions publiques africaines qui, à 70%, ont moins de 35 ans, alors que vous avez une opinion publique française qui vieillit. Donc cet écart démographique crée un effet de ciseau, et surtout, on a des opinions publiques africaines qui sont très connectées, donc qui ont accès à une multitude de sources d'informations, et on ne peut plus cibler les messages pour l'opinion publique française, puis les opinions publiques africaines. Et quand on s'adresse à l'une, on a des effets négatifs sur l'autre et vice-versa. Et ça, je crains malheureusement que le dirigeant politique l'ait perdu de vue, en tout cas ne l'ait pas compris. Et ça ajoute à ce sentiment de désamour. Il y a des accélérateurs à ce sentiment de désamour, l'opération Barkhane, incontestablement, l'attitude du président Macron, incontestablement aussi, et les incohérences de notre propre politique, parce qu'aujourd'hui, les opinions publiques africaines sont parfaitement informées, parfois désinformées aussi, il faut le dire, mais parfaitement informées et sont capables de comparer le discours officiel français avec la réalité. Charles Malinas. Oui. Est-ce que c'est l'annus horribilis de la France en Afrique 2022? Non, je ne crois pas que ce soit particulièrement 2022. L'annus horribilis a commencé il y a quelques années. Et pour moi, qui ai connu plus particulièrement la Centrafrique, elle commence avec le retrait la réduction qui annonce le retrait de la force Sangaris à partir de 2016. C'est-à-dire que nous avons pris un engagement en 2013 à la demande des Centrafricains et sur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cet engagement, alors même que nous avions d'excellents résultats, y compris la réalisation d'élections dans des conditions inespérées, avec une contribution très forte des Nations Unies, évidemment, eh bien nous partons, nous abandonnons. Et mes amis centrafricains avec qui je reste en contact me disent qu'ils ont un sentiment d'abandon par la France, et que ce sentiment d'abandon arrive au moment où d'autres placent leurs pions d'un point de vue tout à fait stratégique, avec une vision, et que nous semblons ne pas avoir de vision, nous semblons aller au fil de l'eau, si vous voulez, prendre des décisions, pas au jour le jour, mais presque. Jean-Claude Félix Chikaya, sur cet annus horribilis, qu'il est ou qu'il ne l'est pas selon les deux premiers avis. C'est un point d'orgue supplémentaire, mais qui est paroxystique. Il faut bien savoir que ce qu'on nomme la France-Afrique, c'est une co-fondation au milieu des années 50, quand le général de Gaulle et autres en Afrique voient la décolonisation, donc les combats de lutte pour se décoloniser. Il y a une fondation entre quelques futurs présidents africains qui construisent et qui fondent ce qu'on pourrait dire un système économique et politique et géopolitique et géostratégique qui, plusieurs années après, s'appelle la France-Afrique. Et donc ces points d'orgue depuis les années 50,
c'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-politique française. Et les jeunes d'aujourd'hui, à 70% qui ont moins de 35 ans, c'est aussi ils vivent mal ce continuum qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, et ils disent aujourd'hui le tournant dans un mouvement réciproque, dans un mouvement simultané, c'est ne plus être sous une tutelle de régimes autoritaires, de régimes dictatoriaux, de prédateurs sur le plan économique, mais donc ils veulent absolument revoir le schéma mental, les prismes et les paradigmes, pas seulement avec le champ politique, mais aussi avec le champ économique et le champ philosophique dans le rapport à l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes à un niveau paroxystique, sauf que il y a des contradictions, c'est-à-dire il y a un combat pour ne plus y avoir de tutelle, mais certaines chancelleries, se mettent sous protection presque prétorienne de Wagner, des mercenaires. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit en Afrique si la France, au lieu d'envoyer Barkhane, donc l'armée officielle, régulière, aurait donc envoyé des mercenaires. Donc il y a des contradictions, mais il ne faut pas 54 pays, 1,5 milliard d'Africains, donc d'Alger au Cap et dans l'Afrique francophone et anglophone, il y a vraiment une mutation. Donc c'est pas seulement une adresse à la France, c'est aussi une adresse aux États-Unis et même à la Russie qui pour l'instant ne paye pas très lourd sur le plan financier. Ils envoient une sécurité déléguée privée, donc qui est chèrement payée avec les matières premières des chancelleries, donc et de l'argent public, au lieu d'envoyer l'armée officielle russe. Donc comment les chancelleries et les sociétés civiles africaines, ça c'est mon point de vue, peuvent accepter que des mercenaires avec l'argent public et les matières premières viennent entre guillemets, prêter main forte, mais commettent des exactions, voire des massacres, des viols et autres. Ils sont précédés d'une réputation effroyable. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. On reprend ce débat passionnant sur l'Afrique. Nous sommes en compagnie de Laurent Bigot, ancien diplomate au Quai d'Orsay, Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur du livre Un intermède centrafricain, la France en Centrafrique 2013-2016, publié chez l'Harmattan, et Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE au Pôle Afrique. Laurent Bigot, vous avez entendu Jean-Claude Félix Chikaya qui parlait du remplacement de l'armée française par Wagner, une milice russe. Quelle est l'image de Wagner et quelle est l'image de l'armée française au sein des populations africaines? Je commence avec vous, on continuera avec Charles Malinas. Laurent Bigot. Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas intégrée, c'est que notre opération a duré trop longtemps, l'opération Barkhane. Une présence militaire étrangère sur n'importe quel territoire national devient illégitime au bout d'un certain temps, quelles que soient les réalisations concrètes et opérationnelles, et quelles que soient les motivations de cette présence. N'oublions pas que quand De Gaulle a chassé les Américains de France, la France a célébré ce départ, alors qu'il nous avait libérés. Donc il y a déjà, on n'apprend pas de l'histoire, c'est-à-dire que nous aurions dû donner un horizon assez court, assez bref à notre présence militaire, car nous savons, et d'ailleurs l'expérience afghane également nous a instruit, qu'au-delà d'un certain nombre d'années, cette présence militaire est perçue de toute façon comme illégitime. Donc l'image de Barkhane, elle a été dégradée de par le fait que cette opération a duré trop longtemps, et aussi elle a servi de catalyseur pour les frustrations des uns et des autres. Quant à l'image de Wagner, je ne sais pas, c'est récent, donc on verra si elle y reste aussi longtemps que l'opération Barkhane, elle sera vouée exactement aux mêmes conclusions et elle sera, je pense, détestée au même titre que la présence militaire française a été contestée. Mais je pense que c'est ça, c'est surtout que sur le temps long, et l'histoire nous a appris que les présences militaires étrangères sur un territoire donné ne peuvent pas durer. Ça, et on n'arrive pas à le comprendre. Charles Malinas. Alors, je vais malheureusement avoir un léger désaccord avec... C'est le principe du débat. Heureusement, le dissensus est important. Non, ce qu'il dit est juste dans l'absolu. Mais pour ce qui concerne le théâtre d'opération que je connaissais, qui était la Centrafrique, d'abord pour répondre à votre question, l'image de Wagner, elle est celle de gens qui arrivent, tirent, pardonnez-moi, mais tirent dans le tas. Occasionne des morts
en très grand nombre des véritables massacres de population dès lors qu'ils sont mis en difficulté. Et je ne pense pas que la Russie, qui aujourd'hui travaille son image de manière tout à fait remarquable d'ailleurs, en tire grand-chose, même si son objectif à la Russie, ce n'est ni la Centrafrique, ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni un autre pays. L'objectif de la Russie, c'est l'Afrique. Je crois que nous pouvons être d'accord là-dessus. Sur la question de rester ou pas rester, ce n'est pas une question de principe. En Centrafrique, nous avons essayé de sortir de la France-Afrique. Y sommes-nous arrivés ou pas? Ce n'est pas à moi d'en juger, puisque j'étais un acteur. Mais lorsque, par exemple, Catherine Samba-Panza, qui est présidente de la transition, décide de changer de Premier ministre, à ce moment-là, il se passe une chose. Il y a d'un côté le fait que l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade, évidemment, puisque on est sous ce commandement, je dirais, mais c'est en accord, avons une ligne simple, c'est Madame Samba-Panza choisit qui elle veut. Ce n'est pas l'affaire de la France de désigner le Premier ministre de la République centrafricaine en dépit de la crise, en dépit de l'opération Sangaris, en dépit du gouffre dans lequel se trouve encore le pays. Et puis un autre ministère en France, un autre ministre, va faire une pression considérable, tant sur les militaires que sur les diplomates, pour que nous promouvions une personne en particulier que je nomme dans mon livre. Et nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, en tout cas pas de la manière qu'on attend de nous, ce qui fait que le message transmis aux autorités centrafricaines sera très clair. Et Mme Samba-Panza choisit le Premier ministre qu'elle souhaitait, qui au demeurant a fait, de mon point de vue, un excellent travail dans la préparation des élections. Donc ça, c'est le premier point. Donc sortir de l'idée qu'on fait à la place des autres. Une ancienne ministre centrafricaine avec qui j'étais en contact avant-hier me disait, tu sais Charles, ce qu'il faut, c'est laisser l'Afrique prendre son destin en main et cesser de le faire à sa place. Et je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Alors, ensuite, Sangaris. Pourquoi fallait-il laisser une force très réduite, mais réelle de Sangaris, une force de réaction rapide? Parce que les Nations Unies, qui ont déployé 15 000 hommes sur le terrain, vous vous rendez compte, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, 15 000 hommes, coûte des fortunes, et puis surtout, elle coûte des vies. Je crois qu'à ce stade, plus d'une quarantaine de soldats des Nations Unies sont morts en Centrafrique. Mais cette force n'a en réalité que le nom de force. Elle n'intervient pas. Les soldats restent dans leur campement, dans leur cantonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre. Or, quand vous avez affaire à des gens qui, eux, veulent faire la guerre et que vous ne voulez pas la faire, vous êtes sûr de perdre. Par conséquent, je pense que laisser une petite force Sangaris, on l'aurait appelé autrement, peu importe, en appui des Nations Unies, c'est ça qu'attendaient les Centrafricains, c'est ça qu'attendait le président Touadéra, avec qui j'en ai parlé juste au moment de son élection, qu'il a dit au président Hollande, et le président Hollande, au mois de mai 2016, lui a dit oui, on va continuer de vous aider, pour ensuite dire le contraire. Justement, on revient dessus. Jean-Claude Félix Chicaya, c'est Charles Malinas qui a dit, ou c'est Laurent Bigot, pardon, ce qui intéresse la Russie, c'est pas la Centrafrique, c'est l'Afrique. Oui, quelles sont les ambitions russes? Est-ce qu'il va y avoir une Russe-Afrique, comme on parlait de la France-Afrique? Oui, est-ce que c'est un but de Moscou ou du Kremlin? C'est un retour qui était d'abord avec le marxisme-léninisme dans les années 60, 70, 80, l'URSS, mais ils reviennent... Cuba qui intervenait en Angola, etc. Exactement, donc là ils reviennent, mais sous le régime de Poutine, qui délègue une sécurité, son bras armé, qui n'est pas seulement sur l'Afrique francophone, va aussi dans des pays d'Afrique lusophone, anglophone. Bon, l'Afrique est multiphone, mais oui, c'est pour juste un repère pour nos auditeurs, mais il est bien de comprendre que l'Afrique est multiphone et c'est important parce que en Afrique, pas seulement aujourd'hui, mais de plus en plus, il y a un ressaisissement, il y a un élan d'affirmation de soi à l'intérieur d'une jeunesse qui veut redéfinir le partenariat avec chacun. Et pour l'instant, l'image de Wagner est
peu ou prou positive et assez fantasmée avec les représentations de la force que certains peuvent avoir de l'ogre russe. Donc il y a aussi des élans à l'intérieur du continent africain qui n'est pas épargné par des élans populistes, par des élans réactionnaires, voire pire. Donc c'est important de savoir que ce continent n'est pas épargné par intellectuellement certains optent pour un régime tel que le régime poutinien, mais à l'intérieur de chaque pays africain. C'est pas, il y a une bonne partie qui veulent renouer ou instaurer de nouveaux rapports, que ce soit les sociétés civiles et les sociétés politiques. Tout à l'heure, ce qu'a dit donc le diplomate du Quai d'Orsay, si je puis dire, Laurent Bigot les deux et Charles Malinas, les deux diplomates, ça dit tout de la force d'analyse qu'il y a encore peut-être, et sûrement pour certains, à l'intérieur du Quai d'Orsay, et l'Élysée. Il y a parfois une dichotomie et une vision de l'Afrique et des Africains, et ce qui est en train de transiter, de muter, qui est parfois, donc il y a des discussions qui ne sont pas probantes et qui sont incomprise. En tout cas, la lecture qu'on peut avoir en Afrique, c'est qu'il n'y a pas un travail assez puissant et conjoint entre le Quai d'Orsay, qui est quand même sur le terrain diplomatique et pas seulement sur le terrain analytique, et sur l'Élysée, à qui on reproche souvent pour ce président actuel, mais il n'est pas seul en cause, parce que les présidents qui étaient là avant n'ont pas, malheureusement, à chaque fois ils ont annoncé la fin de la France-Afrique, mais ils n'ont pas puissamment agi sur tous les leviers économiques, philosophiques. Donc c'est vraiment une autre vision, et même pour les diasporas africaines ici. Donc il est important qu'il y ait une révision, peut-être mieux écouter ceux qui au Quai d'Orsay, ou ceux qui étaient au Quai d'Orsay, ou qui en sont sortis, ou qui vont y revenir, ou autres, qui est vraiment une redéfinition, et dans un mouvement réciproque. La France n'a pas vocation à être fâchée avec le Mali, la Centrafrique et autres. Sauf que il va avoir une désillusion en Afrique de Wagner, hein, vu la superficie, vu la multitude des conflits multidimensionnels, multiformes. Là, on voit bien que malheureusement en Centrafrique, ce qui est en train d'arriver, c'est que le président Touadéra veut changer la constitution pour se représenter. Donc on voit bien que c'est un épisode qui a déjà existé ailleurs, et ça peut mettre le feu aux poudres, mais Wagner risque d'être une garde prétorienne. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois vous lancez une perche et qu'on va dans quelques instants parler, y a-t-il encore une politique africaine de la France? Mais Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Chers auditeurs, si vous souhaitez participer à la discussion avec Philippe David et ses invités sur la France en Afrique, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite au standard. avec nous pour ce débat, Laurent Bigot, ancien diplomate au Quai d'Orsay et consultant, Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur de Un intermède centrafricain, La France en Centrafrique, 2013-2016, publié chez l'Harmattan, et Jean-Claude Félix Chicaya, chercheur à l'IPSE au Pôle Afrique. Vous avez entendu Laurent Bigot, là on a deux éminents diplomates, enfin anciens diplomates avec nous. Y a-t-il encore une politique africaine de la France ? Si j'en crois les propos du président de la République à Ouagadougou en 2017, il n'y en a plus, puisqu'il avait dit qu'il n'y a plus de politique africaine, ce qui est une stupidité, il n'y a pas d'autre mot. D'abord parce qu'il y a une direction d'Afrique au Quai d'Orsay, donc c'est bien la preuve qu'on a une politique africaine, ou alors il faut la fermer, on prend des économies budgétaires. Deuxièmement, c'est le rôle par nature d'une diplomatie que d'avoir une politique qui soit géographiquement ciblée. Donc sur l'Afrique, il y a des politiques africaines parce que c'est un immense continent. Donc déjà oui, bien sûr, et il en faut une. Mais je pense qu'on a besoin de la réviser complètement. D'abord, on a besoin d'intégrer le fait que on a le droit de ne pas aimer la France, que une partie des opinions publiques africaines n'ait pas envie d'aimer la France, et c'est ok, acceptons-le. Cessons d'avoir ce réflexe puéril qui consiste à dire c'est de la faute de Wagner, c'est de la faute des Russes. Non, c'est d'abord de notre propre faute s'il y a un désamour, notamment avec l'espace francophone, parce que c'est ce lien, ce sentiment anti-français ou anti-politique française, il est très marqué dans l'espace francophone. Donc c'est d'abord notre propre faute. Pourquoi ? Parce que nous sommes incohérents dans nos politiques. Je rappelle que le président de la République, lors de son dernier déplacement au Cameroun, a
considérait qu'il y avait de l'hypocrisie en Afrique sur le conflit russo-ukrainien et notamment sur le vote aux Nations Unies, puisque certains pays africains se sont abstenus, n'ont pas soutenu la position défendue par l'Occident. Les pays africains défendent d'abord leurs intérêts. Mais l'hypocrisie, on n'a pas de leçon à donner à l'Afrique, parce que nous, on en fait preuve aussi. Je rappelle qu'on ne cesse de taper sur la junte malienne en lui faisant un procès en illégitimité, et pendant ce temps-là, on soutient la junte tchadienne, parce que je rappelle que le fils d'Idriss Déby est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qu'en plus il ouvre le feu sur sa population, a tué une centaine de personnes, que ça ne pose pas de problème à la France. Par ailleurs, il semble qu'on nous luttions contre l'islam radical, en tout cas c'est le discours politique, mais ça ne pose pas de problème avec l'Arabie Saoudite. Imaginez si la junte malienne avait fait assassiner un journaliste comme Khashoggi, comme l'a fait le prince saoudien régnant, le prince régnant. Imaginez un peu. Voilà, donc imaginez un peu. Donc les hypocrisies, l'Afrique n'en a pas le monopole, nous aussi, et je pense qu'avant de donner des leçons au monde, et notamment des leçons à l'Afrique, on ferait bien de faire preuve de beaucoup plus d'humilité. Je pense que le premier truc à faire, c'est d'être beaucoup plus humble, d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique. Accepter l'idée qu'on ne puisse pas nous aimer, c'est OK. Moi, ça ne me pose pas de problème. On n'est pas obligé d'aimer la France, on n'est pas obligé d'aimer la politique française. Et je pense surtout qu'on doit se poser la question, mais est-ce qu'on a un vrai désir d'Afrique en France ? Parce que comme je le disais, les opinions publiques africaines, elles sont connectées au monde. La connexion électronique fait qu'elles reçoivent toutes les informations. Et nos hommes politiques et femmes politiques françaises, qu'ils soient au pouvoir ou pas au pouvoir, pensent qu'ils peuvent faire un discours en direction de l'opinion publique nationale française et un discours vers l'Afrique. Sauf tout ce qu'ils disent en France est répercuté en Afrique, via les diasporas ou directement par les réseaux sociaux, etc. Et le vrai discours qu'on tient en France, quand même, c'est attention, ces vagues migratoires, attention, ces migrants, c'est un problème. En fait, on tient un discours de « vous n'êtes pas les bienvenus, vous les migrants en général, les Africains en particulier ». On tient ce discours sur le territoire national. La classe politique, je ne sais pas si elle en a conscience, mais elle tient ce discours-là. Donc en fait, il n'y a pas de désir d'Afrique sur le territoire national. Et après, on s'étonne qu'en retour, sur le continent africain, on nous tienne un peu le même discours en disant vous n'êtes pas forcément les bienvenus, vous non plus. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on fasse un examen de conscience en disant est-ce qu'on est cohérent dans nos discours. Charles Malinas, pour réagir aux propos de Laurent Bigot. Eh bien, écoutez, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Laurent Bigot, comme je l'étais avec ce qu'a dit Jean-Claude Félix-Chicaya. L'absence de politique africaine de la France est frappante et elle est terrible. Il y a en ce moment des états généraux de la diplomatie. Est-ce que ce sujet est abordé ? Non, je crois que nous savons. On discute beaucoup de statut, de structure, de choses comme ça, mais où est la réflexion politique ? Quel lien entre le Quai d'Orsay et la cellule Afrique de l'Élysée que Jacques Foccart avait rendu célèbre, enfin qui est resté active et qui, à ma connaissance, l'est toujours. Comment tout ceci travaille ? Et puis enfin, est-ce qu'on peut parler d'une Afrique ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Congo, RDC et en Centrafrique. Le Rwanda est très impliqué dans ces deux pays, de manière terrible. Au Congo, RDC, ça a été dénoncé dans une interview du docteur Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix il y a 2 ans, je crois, et qui sauve des vies et des femmes de manière explicite dans une interview au Monde d'il y a, je crois, 3 jours ou 4 jours. Et en Centrafrique, un communiqué vient de paraître aujourd'hui de la présidence centrafricaine ou du ministère de la Communication, disant que les prochaines élections allaient être sécurisées par la Russie et le Rwanda. Donc ça veut dire aussi que l'Afrique n'est pas unie. Quel rapport entre la Centrafrique, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Vous voyez ce que je veux dire ? Il nous faut reprendre une réflexion qui a été abandonnée il y a longtemps, le faire, comme le dit Laurent, dans un esprit de respect et d'humilité. Et ça, je pense que ça va demander beaucoup d'efforts. Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas abandonner les Centrafricains ou les Africains que nous connaissons ou chez qui nous sommes. Il ne faut pas donner ce sentiment d'abandon qui va conduire à la déception et qui va renforcer ipso facto le poids de ceux qui ont envie de voir la France partir d'Afrique. Jean-Claude Félix-Chicaya. Oui, alors je répète, en Afrique, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment anti-politique française qui, justement, n'est pas
une politique à l'égard de certains où toutes les contradictions sont là. Comme l'a dit Laurent Bigot, il y a des potentats on est contre les putschistes maliens, mais pas contre les putschistes tchadiens, ce qui est comme un peu paradoxal, sachant que les deux pays sont dans le G5 Sahel. Une succession dynastique. D'ailleurs, les États-Unis ont opéré la même erreur. Monsieur Déby a été reçu tapis rouge au sommet Afrique-États-Unis. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures, des indignations à géométrie variable, des sanctions à géométrie variable, et la posture présidentielle d'aujourd'hui et même celle d'alors, que ça soit la gauche qui a parfois un réflexe de Saint-Bernard, je dirais, de sauveur de l'Afrique, en infantilisant l'Afrique, les Africains en Afrique et ceux qui sont d'origine africaine ici. Donc il y a souvent une infantilisation ou un surplomb de droite ou du centre ou autre. Il n'y a jamais un rapport franc. Donc c'est vécu comme des résidus, un reliquat néocolonial. Et bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, pour l'armée française, c'est dur de rester longtemps dans un endroit où vous avez été donc colonisateur. Et il y a bien des endroits où l'armée française est encimentée. Le Gabon et d'autres pays, ils ont des casernes avec des accords de défense d'un autre âge. Là encore, je pense que c'est en sursis. Le Gabon, c'était pour le pétrole, hein. Bien sûr, mais là encore, c'est des gardes prétoriennes qui permettent à des pouvoirs dynastiques et autoritaires de passer de décennie en décennie et de mandat en changeant la Constitution. Donc, c'est vécu comme des contradictions intenables, cohabitation intenable. Donc, il ne s'agit pas d'amour ou désamour ou d'amitié ou autre. D'ailleurs, au sortir de la colonisation, il n'y a pas eu, comme entre la France et l'Allemagne, un pacte d'amitié entre l'Afrique, mais dans les actes. C'était un tout autre rapport. Un rapport néocolonial, un rapport hautain, prédateur. Donc, en 2023, bientôt, il est temps d'opérer vraiment, mais d'initier, d'instaurer une nouvelle politique, une nouvelle vision démocratique à l'égard des Africains, parce que justement, les peuples doivent simultanément se débarrasser des tutelles autoritaires, se débarrasser des prédateurs et des tutelles, on va en parler tout à l'heure, la Chine qui est très offensive, la Russie qui vient avec Wagner, et ils veulent absolument donc opérer, et je pense que vraiment on est à un tournant, il faut vraiment que l'Élysée d'aujourd'hui et d'après fasse vraiment une politique africaine digne de ce nom. Messieurs, vos propos font énormément réagir au 0826 300 300, on va faire une courte pause et donner la parole aux auditeurs, Lucien, dans quelques instants. Oui, 13h40, vous le savez, chers auditeurs, c'est votre moment, vous nous appelez pour participer à les discussions. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Le face-à-face du jeudi 22 décembre, spécial La France en Afrique. Chers auditeurs, c'est votre moment, il est 13h44 sur Sud Radio. On vous donne la parole et on accueille tout de suite Richard de Toulouse qui pense que la perte de la liberté de la France a fait perdre de l'influence dans les pays africains. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio, nos débatteurs vous écoutent. Oui, en fait, je constate que la France a plus de devoirs que de pouvoir aujourd'hui. Pour sa politique étrangère, on a quelque part vassalisé nos décisions à l'Europe, aux États-Unis, beaucoup. Et donc aujourd'hui, pour un chef d'État africain, est-ce qu'on peut avoir confiance dans un dirigeant français aujourd'hui ? Alors, merci beaucoup Richard. On va faire réagir brièvement, comme on a plusieurs appels, on a pas mal d'appels, nos invités. On va commencer avec vous, Charles Malinas. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, elle a encore le pouvoir de ses ambitions, comme elle a quand même transféré pas mal de ses pouvoirs à l'Union européenne, à l'OTAN, etc. Oui, parce que le transfert des pouvoirs d'abord à l'OTAN n'a rien à voir avec la situation, avec la question africaine. Et puis il n'y a pas de transfert de pouvoir. Non, mais je prenais ça comme exemple, hein, vu ce que disait Richard. Non, mais quant à l'Union européenne, il n'y a pas de transfert de pouvoir. La politique étrangère de l'Union européenne, qui au demeurant n'existe pas, comment dirais-je, est une mosaïque. Et à l'intérieur de cette mosaïque, même si c'est gênant parfois parce que l'Union européenne a le nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent, ce qui joue un rôle assez important, notamment en termes de politique de développement ou de politique humanitaire qui accompagne parfois la politique étrangère, et en particulier en Afrique. Non, on n'est pas gêné
en réalité par la politique européenne. En revanche, on peut être gêné par les partenaires, des partenaires européens qui ont d'autres visions que nous, notamment sur l'Afrique. Et je pense en particulier à l'Allemagne. Laurent Bigot, pour répondre justement à Richard, l'Union européenne, c'est la désunion européenne, notamment sur les intérêts commerciaux, si j'en crois Charles Malinas? Non, mais comme le disait Charles Malinas, on a des vraies marges de manœuvre, surtout en matière de politique africaine. Je pense que la vassalisation, elle se fait vis-à-vis de notre propre président et du fait qu'il veut décider seul, et du fait aussi qu'on a désormais avec le quinquennat des présidents qui ne font plus de la politique et qui sont capables de se projeter sur le terme long, mais qui font de la communication. Et c'est désastreux pour notre politique africaine. C'est-à-dire que plus personne ne prend le temps de penser. On tweet. En fait, la politique doit se résumer à un tweet. Donc 140 signes et pas plus. Donc je pense que le vrai sujet, il est là, c'est qu'on ne se remet pas dans le temps long et on réduit nos politiques à des tweets. Oui, c'est assez limité. Oui, je suis tout à fait d'accord et en phase avec ce que vient de dire Monsieur Bigot. C'est-à-dire que c'est presque un impensé. C'est comme ça que c'est vécu en Afrique et pour les diasporas africaines, mais même pour ceux qui sont franco-français. Si on faisait un sondage aujourd'hui ou un référendum, est-ce que la présidence française doit changer son rapport et de politique à l'égard de l'Afrique? Je suis sûr que le oui l'emporterait assez largement. Il y a très peu de nos concitoyens français qui sont assez fiers de la politique française à l'égard de l'Afrique. Et puis il faut rappeler aussi qu'on parle de sentiments anti-français, sauf que la réalité est tout autre. La plupart de nos concitoyens français à l'intérieur des capitales sont dans les plus beaux quartiers, vivent chichement. Donc il faut vraiment regarder la complexité. D'ailleurs, ils sont mal à l'aise dans certaines conversations. Ils essayent de le faire remonter au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay vient aussi, en tout cas M. Bigot et M. Malinas pour en parler, pour dire que nous, il faut absolument que la France change de politique, parce que parfois ils se sentent un peu à l'étroit. C'est tellement évident qu'il faut changer de rapport avec l'Africain, mais aussi la diaspora africaine, et sur les débats sur l'immigration et autres. Et ça s'adresse à tout l'échiquier, de droite à gauche, de gauche à droite et à l'extrême droite. Mais là, je n'ai pas d'illusion forte, mais au champ économique aussi, qui est d'ailleurs assez silencieux sur une redéfinition des rapports économiques avec l'Afrique. Et ce que vous avez dit sur le cavalier seul que font certains, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, et puis si on allait un peu plus loin, donc certains voient un petit peu opportunément la baisse d'influence et le côté défiant qu'ont les populations africaines tant qu'il n'y a pas une redéfinition du rapport entre l'Afrique et la France. Donc c'est le rapport de force géopolitique par définition rentre dans cette faille. On avait un autre appel, mais la ligne a coupé. C'était pour parler de la Chine-Afrique. C'était Xavier de Bordeaux. Elles sont où les ambitions africaines de la Chine, Charles Malinas? Elles sont très importantes. Elles sont essentiellement économiques. Autant la Russie a, à mon avis, une vision stratégique des choses, autant la Chine a une vision, alors certes, qui relève de la stratégie, mais de la stratégie économique, c'est-à-dire que la Chine a un problème de ressources extrêmement important, et elle résout ce problème, elle résout en partie ce problème, en acquérant en Afrique, ou en mettant la main d'une manière ou d'une autre en Afrique, sur des ressources, en particulier de matières premières, indispensable à son fonctionnement. Laurent Bigot, c'est uniquement économique? On ne verra pas de base militaire chinoise en Afrique avant longtemps? Il y en a une déjà à Djibouti. Il y en a une à Djibouti, c'est ce qui me semblait, oui. Il y en a déjà une à Djibouti, et puis les militaires chinois sont intervenus pour évacuer leurs ressortissants en Libye. Donc on voit bien que les Chinois aussi commencent à comprendre que l'ambition économique ne peut pas se départir d'une vision plus stratégique qui englobe éventuellement des questions militaires. Mais c'est vrai que la principale motivation de la présence de la Chine en Afrique, elle est essentiellement économique, c'est l'accès aux ressources minières, pétrolières, et quelques débouchés pour ces produits, même si dans le poids de la balance commerciale, ça pèse pas lourd, mais quelques débouchés pour ces produits. Oui, d'ailleurs, à chacun son sommet. L'offensive des 55 milliards dans le sommet aux États-Unis, Afrique. Il parle de l'avenir, de redéfinir et de définir de nouveaux prismes et paradigmes. Les États-Unis auraient compris ce que Trump n'avait pas compris, qui disait que l'Afrique, qu'il voyait comme un pays, est un pays de merde.
c'est important de le dire parce que la Biden a complètement est venu presque contrit et il a compris que ce type d'attitude plus qu'insultante à l'égard d'un continent, il fallait absolument donc changer. Parce qu'il y a aussi plus de 40 millions d'Afro-Américains et qui aussi, eux, demandent que soit respectée l'Afrique. Mais pas seulement, on n'a pas besoin d'être Afro-Américain pour demander une autre politique à l'égard de l'Afrique. Et pareil en France, on a besoin d'être d'origine d'Africaine pour savoir qu'il faut changer de politique. Mais c'est impensé-là. Les Chinois, eux, l'ont compris de manière insidieuse mais puissante. Traitent sur le plan économique, prennent des parts de marché, endettent bien des chancelleries, donc trésor public, qui agit malheureusement sur des questions sociales. Mais pour changer la politique entre la France et l'Afrique, il y a bien des régimes plus que contestables, des autorités qui sont parfois dans une certaine duplicité et qui sont des régimes autoritaires qui, à Moscou vont dire une chose, à Pékin vont en dire une autre. Donc on peut appeler ça de la géopolitique, sauf qu'ils sont de véritables prédateurs en tant que présidents autoritaires et dictatoriaux à l'intérieur de leur propre pays. Et là, se refont un petit peu, si je peux me permettre l'expression, la cerise, en allant un petit peu du côté russe et chinois et autres, parce que c'est un petit peu le vent en poupe, avec une partie de l'Afrique qui, malheureusement, verse un peu dans le populisme, mais qui va revenir, parce que la question sociale et la question politique et la question de gouvernance va s'imposer. Et c'est vraiment l'ambition de nouer de nouveaux partenariats avec tout le monde, et personne n'est à l'abri de subir la défiance que la France vit en ce moment, que ça soit la Chine, la Russie ou d'autres qui justement font des sommets pour dire qu'ils redéfinissent leur rapport à l'Afrique. Il nous reste à peine 4 minutes, je vais vous faire réagir brièvement. Charles Malinas, c'est Jean-Claude Félix Chikaya qui a parlé du sommet États-Unis-Afrique. La politique américaine en Afrique, on a parlé des Russes, des Chinois, c'est quoi ? La politique américaine en Afrique, elle est une politique d'influence, une vision stratégique des choses que Joe Biden a reprise dans la tradition démocrate. Donc ça, non, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Moi, je voudrais dire deux choses en conclusion, si vous le permettez. La première, c'est que la France doit absolument se départir de cette attitude qu'elle a dans les pays où elle est en difficulté aujourd'hui. Elle doit se départir de cette attitude d'offenser ou de vexer qui l'a conduit à couper des relations, à couper des ressources en termes d'aide au développement. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a une difficulté qu'il faut couper les ponts. Et puis la deuxième chose, c'est que l'héritage du colonialisme, et de ce point de vue, on le voit côté États-Unis, côté Chine, côté Russie, c'est les sommets entre un pays et le continent africain. Et peut-être faut-il abandonner cela et avoir une vision beaucoup plus, je dirais, respectueuse de chaque État, de chaque pays, et d'aller vers des relations bilatérales. On n'imaginerait pas un sommet France-Asie, un sommet France-Amérique latine ou un sommet France-Union européenne ou France-Europe. Pourquoi pas ? Non. Eh bien, reprenons avec chaque État africain comme il le faut, avec toutes les difficultés que ça veut dire, mais une relation bilatérale réelle et respectueuse. Laurent Bigot, il nous reste 2 minutes. Non, mais les Américains affichent leur ambition et comme le disait Charles Malinas, il y a les états généraux de la diplomatie actuellement en France. Et au-delà des questions de statut et de qu'est-ce que c'est que le métier de diplomate, c'est une occasion inespérée de repenser notre ambition, notamment en Afrique, pas qu'en Afrique, mais en Afrique notamment, et de recueillir des contributions en ce sens. Alors moi, comme je suis radioactif pour le Quai d'Orsay, bien sûr, j'ai pas été sollicité, mais j'ai fait des contributions libres, j'ai fait des capsules vidéo que j'ai mises sur ma chaîne YouTube pour proposer des choses, pour donner juste un point de vue qui n'est qu'un point de vue, mais qui contribue au débat. Mais je pense que les états généraux de la diplomatie, c'est pas d'abord un truc corporatiste entre diplomates, c'est aussi repenser l'ambition de la France, comment la France se projette dans le monde et en Afrique en particulier, parce que ma conviction personnelle, c'est que l'Afrique est la dernière profondeur stratégique de la France. L'Afrique, un partenariat équilibré avec les pays africains ferait de la France, permettrait à la France de rester une grande puissance. Si nous ne pensons pas ça, nous allons nous effacer, nous allons nous replier sur nous-mêmes, et c'est ce que je disais au début, nous sommes un pays démographiquement vieillissant, et si nous n'y prenons pas garde, nous allons céder aux paramètres psychologiques d'une population vieillissante, la peur et le repli. En 1 minute, vous êtes d'accord, c'est la dernière zone d'influence française, l'Afrique, Jean-Claude Félix Chikaya ?
Oui, en tout cas, dernière zone d'influence, mais qui est élaguée par une erreur stratégique présidentielle, un Quai d'Orsay qui ne se fait pas assez entendre. Et il est important, comme ça a été dit par Monsieur Mélinas et Monsieur Bigot, je suis en phase parfaite avec ce qu'il vient de dire, qu'il faut le repenser, même initier, instaurer une politique à l'égard de l'Afrique, mais en phase avec le 21e siècle. C'est fini le temps où un seul président en France invite 54 présidents africains et pendant 2 jours, on doit redéfinir. Donc, c'est anachronique, c'est voire archaïque, et c'est mal vécu, c'est vécu de manière insultante. Le convoquer des présidents du Sahel à Pau, ne plus convoquer au sommet africain les présidents, alors que c'est eux quand même si on n'est pas d'accord avec un bon nombre, eh ben c'est quand même eux qui président. On fait venir des jeunes, qui disent, et qui d'ailleurs ont dit ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui. Donc nous sommes à un tournant, et tout convoque l'Élysée et la classe politique et la classe économique à changer de rapport à l'égard de l'Afrique et des Africains. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jean-Claude Félix Chicaya, chercheur au pôle Afrique de l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique, auteur de Un intermède centrafricain, La France en Centrafrique 2013-2016 chez l'Harmattan. Et Laurent Bigot, ancien diplomate au Quai d'Orsay, consultant, qui a également une chaîne YouTube sur la diplomatie. Merci beaucoup. C'était le face-à-face du jeudi 22 décembre de Philippe David. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie.